choses sont évidentes. Tous les hommes sont créés égaux, avec les mêmes droits. C'est ce que nous sommes. Jamais nous ne nous sommes écartés de ces idées, et le reste du monde nous regarde. Et votre génération combine tous ces éléments. Le monde a les yeux tournés vers vous pour voir ce que vous êtes. Vous êtes un groupe multiethnique d'Américains unis par la même résolution, défendre votre pays et aider ceux qui ont besoin d'aide. C'est la raison pour laquelle vous êtes là. J'ai passé pas mal de temps en Ukraine lorsque j'étais sénateur et vice-président, à une époque où il n'y avait pas la démocratie, à une époque également où un ancien dirigeant a dû partir en Russie. Le peuple ukrainien a beaucoup de force, beaucoup de courage. Nous avons pu le constater. Je ne parle pas simplement des militaires qui ont été formés pour cela. Lorsque la Russie est entrée dans le sud-est de l'Ukraine. Mais je pense également aux citoyens ukrainiens, à tout ce qu'ils font. Et vous le verrez quand vous serez là. Et d'ailleurs, certains d'entre vous ont déjà été là. Vous verrez des hommes, des femmes, des jeunes qui se dressent pour leur liberté, qui disent « je ne partirai pas ». C'est quelque chose de tout à fait incroyable. Et je crois que, en fait, nous sommes leur inspiration. Le secrétaire d'État a dit des propos qui sont peut-être un peu relevés de l'hyperbole, mais qui sont tout à fait réels, je crois. Nous sommes au milieu de... Je ne veux pas être trop philosophe, au milieu d'une guerre, ou à mi-chemin entre une guerre pour la démocratie et l'Holocauste. Et la démocratie doit absolument réunir au XXIe siècle, mais les choses vont si vite. Le changement est tellement rapide que la démocratie exige un consensus. Et nous ne pouvons pas mettre en place un consensus aussi rapidement que les autocrates peuvent agir. Il s'agit donc d'aider les Ukrainiens, d'empêcher la poursuite du massacre. Mais l'enjeu, au-delà de tout cela, c'est ce que connaîtront vos enfants et vos petits-enfants en termes de liberté. C'est ce qui va se passer au cours des 10 dernières années. La démocratie a gagné. Donc il ne s'agit pas simplement de savoir si vous pouvez alléger la peine, la souffrance du peuple ukrainien. Mais il faut voir que votre génération se trouve à un point d'inflexion. Des changements fondamentaux sont en train de survenir et le monde pourrait ne pas être le même, pas simplement à cause de l'Ukraine, mais d'ici 10 ou 15 ans, à cause de tous ces changements. Donc, la question qui se pose est la suivante. Est-ce que la démocratie va l'emporter, la démocratie avec les valeurs que nous chérissons? Donc, ce que vous faites là est vraiment très important, lourd de conséquences. En fait, vous êtes, et je ne fais pas d'hyperbole en disant cela, vous êtes la force de combat la plus forte, la meilleure du monde. Et je le répète, la force de combat la meilleure de toute l'histoire du monde. Pourquoi? Parce que d'abord, au cours des 20 dernières années, vous vous êtes beaucoup battus, c'est vrai. Et bon, la génération peut-être la plus importante, c'est celle de mon père ou de votre grand-père. Mais aucune autre génération ne s'est trouvée à devoir se battre. La seconde fois que je suis allé en Irak ou en Afghanistan, et j'y suis allé un grand nombre de fois, et chaque fois que j'y vais, je parle du dernier voyage que j'y ai fait.
Et la dernière fois que j'ai atterri à Bagram, il y a plusieurs personnes qui sont venues me voir et je leur ai dit, combien d'entre eux en soit leur premier tour? Il y en a un ou deux qui ont levé la main. Second tour, quelques personnes également. 3 faisaient leur 3e tour. 4e tour, il y en avait encore un. C'est quelque chose qui ne s'était jamais produit auparavant. Nous sommes au milieu d'une bataille. Et puis tous ces gens revenaient et revenaient. Et depuis que je suis élu, on ne me critique plus pour dire que nous avons une obligation sacrée en tant que gouvernement. Bon, nous avons beaucoup d'obligations vis-à-vis des pauvres, des personnes âgées, des enfants, bien sûr, mais notre obligation également, c'est de faire en sorte de protéger ceux qui partent faire la guerre et de protéger eux et leurs familles à leur retour. Vous êtes un groupe remarquable d'hommes et de femmes et je vous remercie de votre esprit. En tant que votre commandant en chef, je dis cela du fond du cœur. Mon fils a passé 1 an en Irak, 6 mois au Kosovo. Lorsque les bombardements ont commencé, eh bien, il n'a pas hésité à remettre son uniforme. Il était dans la garde nationale du Delaware. Et il ne savait pas s'il devrait se rendre sur le champ de bataille ou non. Et il a dû accompagner ses soldats sur le terrain. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des centaines de milliers de personnes comme mon fils. Et je tiens à vous remercier tous. Merci, merci. Il y a tout ce que vous faites pour aider le peuple ukrainien. Il n'y a pas que cela. Il y a également tout ce que vous faites pour aider l'Europe à reprendre confiance. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle le secrétaire d'État m'a demandé d'envoyer 12 000 autres soldats des États-Unis. J'ai accepté. Il y a longtemps que les choses ne se sont pas passées comme cela, mais nous sommes le principe organisateur du reste du monde. Nous avons envoyé les meilleurs qui étaient disponibles en Amérique, et c'est vous. Donc, je suis venu ici pour une raison toute simple, et ce n'est pas une plaisanterie, pour dire merci, merci, merci de votre service, merci d'être ce que vous êtes, et merci de faire ce que vous faites. Comme le disait mon grand-père, en me parlant, il me disait « garde foi ». Et ma grand-mère disait, mais répands la foi. Eh bien, vous contribuez à répandre la foi. Merci, merci. Dieu vous bénisse et vous protège. Que Dieu protège nos soldats. Merci, merci, merci. Voilà donc pour ce discours de Joe Biden qui est à la frontière polonaise, qui rencontre ces troupes américaines de l'OTAN, image ô combien symbolique, Catherine, avec notamment tout de même des messages. Le monde pourrait bien ne pas être le même d'ici quelques temps, c'est ce qu'il a dit le président américain. Oui, et puis il a insisté sur le fait qu'il fallait défendre la démocratie partout dans le monde, qu'on était effectivement à un tournant de l'histoire occidentale d'une certaine manière, et puis il a beaucoup remercié les troupes américaines, justement, pour leur dire que leur mission était fondamentale. Il a fait aussi référence aux guerres en Irak et au Kosovo. Il a aussi parlé de son fils, qui effectivement avait été militaire, qui s'appelait Beau et qui ensuite est mort d'un cancer du cerveau. Et c'est devenu un peu une légende, justement, aux États-Unis. Il fait très souvent référence à son fils quand il rencontre les militaires américains à travers le monde, Joe Biden. Et il a expliqué aussi que c'est parce que la lutte était fondamentale qu'il venait d'accepter d'envoyer 12 000 militaires américains supplémentaires en Europe, a-t-il dit, pour aider l'Europe à retrouver la confiance
Donc, effectivement, c'était un discours assez court, mais où il a donné tous les gages, notamment qu'avaient aussi envie d'entendre les Polonais qui sont très inquiets de ce qui se passe à leurs frontières. Et puis, il a salué évidemment le courage des troupes américaines. C'est un sujet qui est très important dans l'opinion publique américaine. Les vétérans, les soldats, ce sont vraiment des gens pour lesquels on a un respect tout particulier aux États-Unis. Ouais, Joe Biden qui a parlé beaucoup, vous le disiez, de son expérience personnelle. Il a parlé la seconde fois où il était allé en Irak, en Afghanistan, où il rencontre, où il voit qui est à son premier tour, second tour, c'est ce qu'il disait. Il est important, ce discours, cet après-midi, alors qu'on est à un mois de l'invasion russe, Joséphine? Je pense qu'il est assez important. Il était effectivement bref, mais il y a plusieurs éléments de son discours qui sont notables. Notamment, on a vraiment l'impression que là, il reprend en main le rôle de gendarme du monde des États-Unis. Ça faisait avec lui 3 présidents américains qui avaient progressivement renoncé à ce rôle. Là, si on croit ce qu'il vient d'annoncer aujourd'hui, eh bien, les États-Unis reprennent ce costume-là. Ils réendossent le costume de première puissance mondiale qui doit se battre pour que les valeurs de la démocratie et des libertés fondamentales puissent continuer à être diffusées. Donc on a peut-être un changement fondamental d'attitude des États-Unis qui se repositionne aussi en protecteur de l'Europe. Il mentionne l'Europe, vous le disiez, que les Européens aient à nouveau confiance. Eh bien là, les États-Unis reprennent leur place en tant que protecteur des Européens. Je ne sais pas encore ce que cela va impliquer pour les mois à venir. Il va falloir analyser un peu plus ce discours, mais je pense qu'on vient d'assister à un moment intéressant de l'histoire du monde avec ce réinvestissement américain sur le fond de la planète et des enjeux internationaux. Général Chevresis, c'est votre avis aussi? On assiste peut-être à un moment historique avec les États-Unis qui redeviennent en sorte, c'est ce que vous disiez, gendarme du monde. Il a déclaré d'ailleurs, il a dit, vous êtes la force de combat, la meilleure du monde, vous vous êtes beaucoup battu, attention, tout pourrait changer. On assiste à un moment historique cet après-midi ou pas? Oui, parce qu'en fait, qu'est-ce que nous a montré Poutine dans sa guerre d'agression? C'est que la guerre était encore possible et que ce n'est pas uniquement les relations économiques et diplomatiques qui régissaient désormais le monde. Moi, c'est comme ça que je vois. Je dis que le bouleversement, il est là. C'est que là, on ne parle que de l'Europe, mais il y a quand même la Chine en arrière-plan. Il y a quand même d'autres ambitions derrière. Et c'est la remise en cause du système démocratique à l'occidental issu de la Deuxième Guerre mondiale qui arrive là à une confrontation avec des États pas émergents, mais autocratiques, je dirais, pour faire simple, qui contestent finalement tous les principes qu'on a mis en place depuis 70 ans et qui disent maintenant, attendez, vous les Occidentaux, vous avez régi le monde pendant 70 ans, c'est à notre tour, et on n'hésitera pas à transgresser les principes que vous avez mis en place, éventuellement par la force. C'est ce qui se montre aujourd'hui en Ukraine, mais peut-être ailleurs demain. Et que c'est là, effectivement, que l'armée américaine, je dirais les États-Unis, retrouvent toute leur place. D'abord, n'oublions pas le budget des États-Unis en termes de défense. C'est quand même 650 milliards de dollars hors opération, si je ne me trompe pas. On en rajoute 70. Quand la France, c'est en dollars, ça doit être, je sais pas, je vais arrondir à 40 milliards pour la France. Voilà. Et l'Europe, c'est 245. Donc, vous voyez la masse militaire que ça représente. Et donc, la capacité d'influence sur les relations internationales. C'est-à-dire qu'on arrête peut-être de discuter, on arrête simplement de faire des échanges économiques. On n'oublie pas que la sécurité est importante et qu'aujourd'hui, quand nos principes sont menacés, on fait appel à la force armée pour maintenir ces principes. Et on interviendrait, c'est le fameux article 5 de l'organisation. Si une attaque extérieure contre un membre de l'OTAN, ça entraîne une réponse des autres membres de l'Alliance. Je voulais juste savoir, j'avais un général sur le plateau qui me disait, oui, si jamais un pays est envahi, les autres arrivent, mais seuls ceux qui le veulent. C'est vrai, ça? Pas dans le cas de l'OTAN. Il me disait, oui, c'est ça. Mais par contre, les pays, je crois, peuvent choisir la manière dont ils interviennent. Oui, c'est ça, exactement. Voilà, c'est ça. Si c'est un envoi d'hommes, si c'est un envoi d'armes. Sur les hommes. Mais voilà, par contre, il y a une obligation de. Une obligation, mais on n'est pas obligé d'envoyer des hommes, c'est ça. Non, je crois que le choix est laissé aux États. On a quand même une idée de solidarité. Oui. Donc, si jamais un État commençait à dire non, j'y vais pas pour telle ou telle raison, pas très bonne, ça serait une atteinte finalement à l'Alliance. Ça remettrait en cause les fondements. Et à l'article 5. Restez bien avec nous. Dans un instant, on se posera la question, est-ce que c'est impossible de sortir de cette dépendance russe? En tout cas, à court terme, ça semble